Dans la famille des expériences scientifiques glauques et aberrantes, je demande l'expérience Kentler, du nom de son instigateur, Helmut Kentler. En Allemagne, et pendant près de 30 ans, des milliers de petits orphelins seront intentionnellement placés chez des pédophiles, au motif que ces hommes feraient des parents d'accueil particulièrement aimants. Aujourd'hui, la triste histoire de l'expérience Kentler. Donc, direction l'Allemagne. Cette semaine, tout a commencé avec deux hommes, Sven et Marco, qui il y a quelques années ont raconté leur histoire, et elle est à peine croyable. Enfants, ils auraient sciemment été confiés à des pédophiles notoires par les services de protection à l'enfance. Une équipe de chercheurs de l'université d'Hildesheim va alors, en 2016, entreprendre des recherches, fouiller les dossiers d'adoption pour tirer tout ça au clair, et ce qu'ils vont découvrir fait froid dans le dos. Ils découvrent que Sven et Marco, ainsi que des milliers d'orphelins, ont été les cobayes d'une terrible expérience. À la tête de cette expérience, il y a un homme, Helmut Kentler. C'est un scientifique de renom, professeur de psychologie, puis sexologue. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes allemands des sciences sociales. Et dès les années 60, il devient une figure populaire de la libération sexuelle en Allemagne. Il prône l'émancipation des mœurs, et il n'y a pas mieux que la fin des années 60 pour parler de liberté sexuelle, et ses idées ébranlent toute l'Europe. Ses ouvrages deviennent des best-sellers et il est invité sur les plateaux télé jusqu'à se faire une réputation solide dans la communauté scientifique. Alors, dès qu'il se prononce sur un sujet ou un autre, c'est toute la communauté scientifique qui tend l'oreille. En somme, il a une certaine influence. Alors, jusqu'ici rien de bien étonnant, mais l'ennui, c'est que Kentler est un farouche défenseur des relations sexuelles entre adultes et enfants. Il est même allé jusqu'à écrire un livre faisant état de cette philosophie de vie, livre au succès indéniable d'ailleurs, intitulé Éducation sexuelle. Il a soutenu que les parents ont la responsabilité de satisfaire les besoins sexuels de leurs enfants. Et si, aujourd'hui, un adulte qui a des relations sexuelles avec un enfant, c'est abject et interdit par la loi, à l'époque, personne n'ose le contredire. C'est une référence, encore une fois, dans son domaine, alors s'il le dit, ses confrères, la police ainsi que les services sociaux, personne ne songe à remettre en question, en tout cas publiquement, ses idées. Et ce Kentler a une idée concernant les enfants sans abri. Ils ont besoin de soins, d'attention et d'amour. Alors pourquoi ne tout simplement pas les confier à des pédophiles ? Ils débordent d'amour, eux. Pour lui, les rapports sexuels avec des pédophiles sont sains et auraient même un impact positif sur le développement personnel de ces enfants négligés. Et à cette époque, au début des années 70, il est important de préciser qu'à Berlin-Ouest, il y avait énormément d'enfants sans abri. La plupart étaient appelés, à l'époque toujours, les enfants de la gare de Zoo. Pour ceux qui ont lu le livre ou vu le film Christian F., 13 ans drogué et prostitué, il y est fait état de ces enfants. On appelait la station Bahnhof Zoo le baby tapin. L'héroïne à l'époque fait des ravages parmi les adultes, mais aussi les adolescents, parfois à peine âgés de 11 ans. Soit ils étaient livrés à eux-mêmes à cause de la toxicomanie de leurs parents, ou bien étaient eux-mêmes toxicomanes. Quoi qu'il en soit, la plupart de ces enfants délaissés allaient se prostituer à la station Zoo, repère de pédophiles et de pédérastres en tout genre. Alors c'est pour lutter contre ces problèmes sociaux et avec la complicité et l'inaction du gouvernement, de la police et des services sociaux que Kentler va confier de pauvres enfants SDF à des pédocriminels, et ce, durant 30 ans. Et comble de l'horreur, certains de ces prédateurs sont payés pour accueillir les enfants, à l'image d'un certain Fritz H, concierge de profession mais avant tout et surtout pédophile notoire, condamné et recondamné, à qui on va confier pas moins de 9 enfants du début des années 70 à l'année 2003. Il percevra des allocations dites de soins. Les agents de la protection de la jeunesse de Berlin l'ont systématiquement choisi comme père de famille d'accueil pour des enfants qui avaient souvent 6 ou 7 ans, et jamais
il n'a eu de contrôle. Et ça transperce le cœur quand on sait que l'un de ses enfants, qui était d'ailleurs handicapé, avait été retrouvé mort chez lui dans des circonstances obscures, en tout cas dans des circonstances jamais élucidées. Alors pourquoi personne n'a rien dit pendant 30 ans? Pourquoi cette expérience a été aussi farouchement tenue secrète? Eh bien parce que vous imaginez bien que ce système, parlons carrément de réseau, beaucoup y sont impliqués. Et beaucoup d'autres en ont carrément profité. On parle d'un ancien chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, de bureaucrate, de directeur d'école, et même d'un ancien responsable d'association d'aide à la jeunesse. Il existait apparemment un réseau entre des établissements scolaires, le Bureau de la protection de la jeunesse et le Sénat de Berlin, dans lequel la pédophilie était, je cite, acceptée, soutenue et défendue, toujours selon le même rapport. Et comme souvent quand il s'agit de pédophilie et de haut placé, on préfère mettre tout ça sous le tapis plutôt que de vraiment tirer les choses au clair. Et si aujourd'hui, bien des années après, on en parle enfin, ce n'est pas grâce à des politiques désireux que justice soit enfin rendue, non, c'est grâce à des chercheurs indépendants qui ont entrepris l'examen de milliers de dossiers dans l'administration de l'éducation berlinoise. Les chercheurs ont présenté un dossier de 57 pages publié fin juin dernier. Il a été établi que c'est lors de la réforme de l'habitat dans les années 70 qu'a été tolérée la création d'appartements partagés et de foyers d'accueil d'hommes pédophiles. Encore une fois, qui de mieux dans l'esprit de Kendler qu'un pédophile pour donner amour et attention à un enfant? Les chercheurs supposent que cette politique a probablement et très certainement été étendue à l'ensemble du pays, et l'institution qui était la clé de voûte de ce misérable trafic d'enfants, difficile d'appeler les choses autrement, était le centre pédagogique de Berlin, qui avait été créé en 1965 par le maire de Berlin de l'époque, un certain Willy Brandt, qui faisait partie du parti socialiste-démocrate, Willy Brandt qui deviendra ensuite chancelier de l'Allemagne de l'Ouest et dont la carrière connaîtra son apogée en 1971, date à laquelle il a reçu un prix Nobel pour avoir aidé les relations de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest et de la Pologne et de l'Union soviétique. Et les chercheurs sont catégoriques, pour eux, il est évident que ce Willy Brandt a fortement soutenu le projet car les décisions qui étaient prises étaient sous l'aval du Sénat qui était présidé par ses soins. Et il faut savoir que nous ne savons pas tout de cette époque sombre de l'administration berlinoise, car les chercheurs se sont vus refuser l'accès à plus d'1 millier de documents qui auraient pu mettre en lumière d'autres victimes ou bourreaux et qui demeurent à ce jour inconnus. Et d'ailleurs, on ne peut lire sur internet qu'un seul nom de bourreau, le fameux Fritz, jeté en pâture à la presse. Mais alors, qui sont les autres ? Beaucoup réclament la déclassification de ces dossiers confidentiels. D'autre part, on aurait pu attendre des autorités qu'elles poursuivent, ce Kendler, mais non, jamais il n'a répondu de ses actes, il est mort tranquillement, en 2008, persuadé d'avoir fait avancer les choses et d'avoir aidé l'Allemagne avec ses idées progressistes. Et comble de l'injustice, au moment où les deux victimes, Sven et Marco, se sont manifestés et ont entamé une action en justice contre le gouvernement berlinois, arguant que leurs vies ont été ruinées et qu'on ne peut jamais vraiment se remettre de ce type d'abus, eh bien il était juridiquement trop tard pour faire quoi que ce soit, puisque les faits étaient prescrits. Alors les victimes n'avaient même pas le droit de prétendre à des indemnisations. Mais heureusement l'affaire ne s'arrête pas dans l'injustice et l'impunité générale, puisque la sénatrice à l'éducation Schirers a déclaré que le gouvernement envisage des compensations financières au vu des traumatismes profonds qu'auraient subis Marco et Sven. Même si on pense plutôt que c'est la médiatisation de l'affaire et son bad buzz qui a poussé les politiques à réagir, car l'ancienne politique du Sénat, elle, refusait catégoriquement, et ce depuis plusieurs années. Mais l'une des victimes tempère, on est loin de pouvoir parler de victoire, car dans le fond, la sénatrice Schirers a eu ce qu'elle voulait. De un, elle a réussi à faire abstraction de ces milliers de documents confidentiels, et de deux, personne n'a été cité. Jamais, à ce jour, elle a parlé de l'implication possible de politiques haut placés
ni même de l'implication de son propre parti. Et cette même victime dira, je cite, « Ils ne voulaient pas que quelqu'un soit nommé, et ils ont atteint leur objectif. Ils ont défendu le système. » Et pourtant, quand on creuse, on se rend compte que certains de ses pères adoptifs étaient des universitaires de renom, comme par exemple des membres de haut rang de l'Institut Max Planck, des professeurs de l'Université libre de Berlin ou encore des professeurs de la célèbre école Odenwald. Et d'ailleurs, parlons-en de cette école. C'était une école créée en 1910, elle était avant-gardiste, le type d'école où profs et élèves se tutoyaient et où il n'y avait pas de système de classe, et où pendant longtemps, d'ailleurs, on faisait pratiquer le sport aux enfants totalement nus. Et on découvrira bien des années plus tard qu'entre 1972 et 1985, un minimum de 132 enfants y avaient été abusés par des enseignants. Et c'est donc, on imagine, certains de ces enseignants à qui l'État, en parallèle, confiait de pauvres orphelins dans le cadre de l'expérience Kentler. Précisons tout de même que cette école, à la suite d'un énième scandale pédophile, a été déclarée en faillite financière et morale et a définitivement fermé ses portes en 2015. Marianne Burkhardt-Eulitz du Parti des Verts, parti qui, rappelons-le, dans les années 70, avait poussé à la légalisation des relations sexuelles entre enfants et adultes, eh bien Marianne Burkhardt-Eulitz a accusé le Sénat de ralentir l'enquête par crainte d'un retour de bâton politique si d'autres personnalités politiques importantes y étaient impliquées. Elle a déclaré qu'il y avait et qu'il y a encore des réseaux, ils existent toujours, ajoutant qu'il n'est peut-être pas facile pour les partis politiques d'admettre leur culpabilité dans le scandale, mais que cela doit être fait et qu'il faut aller fouiller ces dossiers détaillant l'étendue totale des abus et qu'ils sont à portée de main, sous clé, dans les archives de l'administration de l'éducation de Berlin. En somme, la banalisation de la pédophilie dans cette affaire fait froid dans le dos, et est d'ailleurs difficilement explicable. Comment les autorités judiciaires et exécutives de l'époque ont-elles pu se laisser convaincre par des placements dans des foyers de pédophiles? À qui profitait ce système? Qui sont-ils? Après avoir fait plusieurs heures de recherche avec bien évidemment mes faibles moyens, c'est-à-dire Internet, je n'ai pas trouvé d'autre nom de pédophile que ce Fritz. Il a l'air d'avoir été jeté en pâture, l'air de dire « Voilà, mettez-vous celui-là sous la dent ». Quant aux autres, les hauts placés, les universitaires, eux, on les met sous le tapis. Motus et bouche cousue. Dans leur tout premier rapport en 2016, les chercheurs de l'université de Göttingen ont déclaré que le Sénat berlinois ne semblait pas très pressé de faire toute la lumière sur cette affaire. On comprend pourquoi, mais reste à savoir si un jour, et grâce au bad buzz de cette expérience, les autorités et les politiques vont aller fouiller sous ce fameux tapis. Seul le temps nous le dira. Et comment ne pas conclure avec la conclusion de Kentler lui-même? Dans un rapport au département de la famille et de la jeunesse du Sénat de 1988, il a décrit cette expérience comme, je cite, un succès complet. Et plus tôt encore, en 1981, lors d'une audience au Sénat, il était allé jusqu'à déclarer, sans que personne ne le contredise, qu'après tout, ses pères adoptifs supportaient ces garçons idiots qui étaient tombés amoureux d'eux. Voilà sa conception des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est bien assez. Merci à ma copine Catherine pour cette idée de vidéo. Les habitués de la chaîne savent qui elle est. Elle a toujours de bonnes idées. Ça fait un moment qu'elle m'avait parlé de cette expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. Voici notre Instagram, LilaXLilia. Le Tipeee, comme toujours, vous le trouverez en barre d'infos si vous souhaitez soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.